Alors, bienvenue pour cette formule un peu remaniée, un peu bricolée là, de Culture Prohibée. C'est une formule en mode Skype parce que effectivement, on est comment dire, en mode, un jeu de mots, confi Culture Prohibée. Hein. Et là, c'est la première émission vidéo de Culture Prohibée de son histoire. C'est une date, ça fait 11 ans qu'on existe, on n'a jamais fait d'émission vidéo. Et elle nous est dictée donc par la crise sanitaire. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir voir nos têtes d'Australopithèques un peu étranges. Et pendant le confinement, je vous rappelle quand même que vous pouvez écouter Culture Prohibée en podcast sur Podcast, Deezer et Spotify. Que Culture Prohibée, c'est coproduit avec Radiographite. Mais je vais tout de suite en venir au sujet qui nous intéresse. C'est que font les rédacteurs, question que la terre entière se pose. Que font les rédacteurs de Culture Prohibée pendant le confinement? Que font-ils? Que lisent-ils? Que regardent-ils? Qu'écoutent-ils? Voilà. Donc, pour causer de tout ça, je suis accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous regardent et nous voient. Je suis également avec John Ferret, dit l'homme mystère, un libraire fou, mais en ce moment il est privé de lecteurs. Hi John. Hi toute l'équipe et bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis avec nous, il y a l'inénarrable Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige 200 clans écrits pour la revue Griffe et le site cultureaupoint.com. Salut Thomas. Salut à tous et surtout à toutes. Alors, on va tout de suite donner la parole à la jeunesse. Notre ami Damien. Alors, Damien, toi, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? On va commencer par ce qu'on regarde tous en ce moment-là. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu as regardé récemment? Qu'est-ce que tu regardes pendant ce confinement? Alors, pendant le confinement, je suis essentiellement tourné vers les animés des mangas et j'en consomme beaucoup entre mes heures de travaux sur mon mémoire. C'est ce qui me permet d'avoir de l'espoir la nuit et de me réveiller un peu le matin. Donc, c'est essentiellement ça que je regarde. J'ai recommencé à me faire... ça va être compliqué parce qu'ils sont pas encore sortis en France, mais... j'ai commencé à me faire un petit animé assez cool qui s'appelle Isekai Quartet, qui repose sur un principe qui est assez drôle, c'est qu'on prend 4 animés très célèbres qui reposent tous sur le même principe, c'est-à-dire un héros dans notre monde qui se retrouve téléporté dans un autre monde où il devient le héros. Et en regardant ce petit quatuor comique tout mignon, je me suis mis à regarder les différents animés qu'il évoquait. Donc je vais pas tous les faire parce que je vais en garder quelques-uns pour de prochaines émissions, mais j'ai été très content de découvrir un animé qui s'appelle The Rising of the Shield Heroes, qui raconte l'histoire donc de quelqu'un de lambda qui va se retrouver dans un monde de fantasy. Et dans ce monde, il y a 4 autres héros qui ont été invoqués et chacun ont une arme légendaire. Le héros à la lance, le héros à l'épée, le héros à l'arc et le héros au bouclier. Et c'est très drôle parce que très vite, tout le monde met en avant le fait que le bouclier, c'est pas une arme. Et notre héros va justement recevoir ce fameux bouclier. Et à partir de cela, il s'attendait à vivre une super aventure où il serait le héros, il pourrait tuer des dragons, récupérer des butins, séduire les filles. Et très vite, il va être désenchanté vu que toute la société va commencer à le haïr, le détester et vont faire circuler des mensonges sur lui. Et du coup, on se retrouve à suivre un héros que tout le monde déteste qui essaye de prouver sa valeur. Et c'est absolument divertissant. C'est pas de la dark fantasy, mais c'est suffisamment sombre pour être apprécié par quelqu'un qui veut chercher des sensations proches d'un Berserk ou d'un Overlord, voire d'un Goblin Slayer, ou qui veut faire découvrir à quoi peut se rapprocher au mieux la dark fantasy. Voilà. Tout cela est assez sympathique. Et mon libraire fou en ce moment, qu'est-ce qu'il regarde, lui, mon ami John?
Eh bien, moi, j'ai décidé de me refaire toute la série des Atoichi, sortie par Wildside. Là où je suis un peu dégoûté, c'est qu'en fait, il m'en manque quand même pas mal de ce que je regardais par rapport. Parce que Wildside a noté en fait les numéros d'épisodes et on voit qu'il y a entre chaque épisode des fois beaucoup d'épisodes manquants. Donc ça, il faut que je les recherche. Ça, c'est une petite parenthèse. Je me suis refait aussi, parce que je l'avais pas en DVD, j'ai remarqué. Donc je me suis recommandé The Swimmer. Un film qui m'a toujours ému, et là encore plus, j'ai encore une autre lecture de ce film-là. Quelques adaptations de Stephen King, notamment ce matin Salem Slot. Qu'est-ce que je me suis refait aussi? Quelques Shaw Brothers, parce que je suis dans ma période asiatique. Et puis quelques lectures. Je me refais les Astérix, comme quoi dans le confinement il y a du bon. J'ai commencé à regarder aussi un documentaire qui fait le buzz, mais alors bon, il faut que je le termine. C'est Tiger King, une histoire un peu de meurtre sur un mec aux USA. Enfin, c'est assez étrange. J'ai pas, enfin, ça, pour moi, ça. Bof, sans plus. Et surtout, alors, une claque que j'ai pris, c'est la plateforme sur Netflix, film espagnol, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque pour moi, c'est... Enfin, dans ce film-là, il y a à peu près tout. La lutte des classes, c'est très politique comme film, très original. Un repas comme ça qui descend d'étage en étage parce que les riches se goinfrent et les pauvres n'ont plus rien à manger. Donc dit comme ça, c'est un peu simple, et ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est surtout aussi par rapport au roman de Cervantes, Don Quichotte, où on retrouve plein de figures, plein de formes de romans dans ce très beau film qui est d'une violence assez rare, mais qui fait réfléchir. J'oserais même dire que j'ai pris une claque existentielle en voyant ça. Voilà. La plateforme, c'est un film de Galder Gazelu Urrutia. Je dois bien avouer que pour moi, c'est un inconnu, ce garçon. Ouais, c'est normal parce que The Platform, je crois que c'est pas son premier film, mais il l'a fait en festival, et c'est à travers les différents festivals qu'il a eu une réputation autour. Donc c'est l'un de ses premiers. Ouais, visiblement au TIFF, il a bien marché, le film, parce que il y a beaucoup ça fera partie de mes surprises sûrement cette année, je pense. Bah écoute, The Swimmer t'a donné envie de nager aussi, John? Ah bah, The Swimmer, c'est quand même assez excellent, et voire même en le revoyant, ça doit faire que la 5e fois que je le revois. Comment prendre cette histoire? C'est-à-dire que si on suit chronologiquement, le mec fait un road trip de piscine, et d'ailleurs, l'analogie peut-être être faite avec la plateforme, c'est que le mec va sur pas mal de piscines de gens qui sont assez aisés, un way of life de l'Amérique, et plus il descend dans la vallée, plus il arrive vers la piscine municipale où l'espace se réduit, où il est confronté vraiment à peut-être pas une vindicte populaire, mais il est quand même confronté à quelque chose. Et après, tout le monde l'a vu ou pas? Oui. Non. Ah, alors, je raconte la fin, Damien, ou tu préfères Vas-y. J'aurais oublié quand je le verrai. D'accord. Et si tu veux, quand il arrive chez lui, que sa maison est abandonnée, on comprend que sa femme et ses enfants sont partis. Mais est-ce que le début du film, c'est pas non plus le début de ça? Tu vois, je me suis posé la question, quoi. Parce qu'on peut le prendre de deux sens chronologiques différents, ce film-là. Mais bon, mis à part ça, c'est quand même un film énorme, ne serait-ce que la séquence où il fait le bellâtre, où il court tel un cheval à faire des trucs avec la fille blonde ou quoi que ce soit, c'est vraiment excellent. Et de ce que j'ai appris, c'est que Burt Lancaster s'entendait pas du tout avec le réalisateur, mais ça on s'en fout un peu. Mais si tu veux, ça me touche encore, ce film, quoi. Donc voilà. Après, Burt Lancaster n'a jamais été quelqu'un de facile, hein. C'est la réputation qu'il traîne, hein. Il a jamais été simple non plus. Alors c'est un acteur immense, hein, et c'est vraiment un acteur pour le coup, hein, comme d'autres, comme Gregory Peck par exemple. C'est-à-dire qu'il a à peine besoin de jouer pour asseoir sa présence lors d'une scène, tellement il a cette présence naturelle qui fait que il en impose, quoi. Mais alors c'est vrai que c'est un film de Frank Perry. Et c'est un peu, alors moi je connais de Frank Perry, je connais une version de Doc Holliday. Mais à part ça, c'est vrai qu'on connaît assez peu Frank Perry, qui a quand même réalisé pas mal de films en fait. Enfin, pas mal de films. En tout cas, il a une carrière, hein, vraiment, une bonne vingtaine de films, voire plus.
Et The Swimmer, c'est vraiment son film culte, quoi. Et c'est un film en fait symptomatique aussi aux États-Unis. C'est un vrai film emblématique du Nouvel Hollywood, hein, puisque on est en 68. C'est vraiment le moment. C'est l'année aussi d'Altamont. C'est l'année de. C'est l'année de comment dire. L'année du lauréat. Et dans le lauréat. Ouais, puis c'est l'année de Charles Manson aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment une année. Le film est très désenchanté. C'est vraiment une année de la fin des idéaux, quoi. On a vraiment, en voyant ce film-là, on a vraiment l'impression d'un monde qui s'écroule. En fait, c'est le monde de ce mec-là qui s'écroule. Mais c'est le monde de ce mec-là, mais quand même, en plus, le scénario, pour le coup, quand même, on parle, si on résume rapidement le film, un mec fait un road trip de piscine en piscine. Tout le film, il apparaît d'ailleurs, première scène du film, on le voit sortir comme ça, dans le cadre, il arrive, il est déjà en slibard, en slope de bain, et le mec va quand même tout le film, si on résume le scénario, c'est un peu fou, va faire toutes les piscines en descendant la colline. Propose ça maintenant à des producteurs, c'est quand même assez incroyable, quoi. Et tout ça, on va voir en fait la vacuité d'un monde, comme tu dis, qui s'écroule. Tout ça, on va voir que cette petite bourgeoisie, ce way of life américain, moi, ça m'a toujours fait penser au mot, le mot qui est redit toujours dans le lauréat, plastique, le plastique. Il y a vraiment tout ça, c'est la chute de tout ça. Et puis, je sais pas, le mec arrive devant sa baraque et on voit que tout a été abandonné ou quoi que ce soit. On est, comme tu l'as dit, vraiment sur la destruction de tout un monde et on est à l'orée d'un nouveau monde, d'un nouvel Hollywood, quoi. Mais il est hallucinant, ce film, vraiment. Ce qui est hallucinant, c'est de faire un film captivant sur un sujet aussi mince qu'un type qui nage de piscine en piscine. Quand même. Bon, il habite quand même un coin où tout le monde a une piscine, ce qui est assez chouette. Ce qui n'est pas notre cas, mais bon. Oui. Mais il faut voir la séquence culte avec la fille qui retrouve qui avait gardé ses enfants. Là, on a limite une pub, sans le dire, on a une pub pour un belâtre qui fait voir à la femme qui sait sauter des obstacles, qu'il est fort ou quoi que ce soit. C'est excellent. Alors voilà, après, il y a aussi la reprise des Astérix parce que je suis tombé sur un beau documentaire sur Goscinny sur Arte. Je me suis dit, voilà, hop, tiens, on va se refaire les Astérix. Et j'ai relu aussi ça, le Scott McCloud, réinventer la bande dessinée, très intéressant. Et puis, bah, écoute, c'est à peu près tout pour l'instant. C'est déjà pas mal. Bon, c'est ta manière de rendre hommage à Uderzo aussi qui vient de nous quitter. Oui. C'est quand même un immense BDiste. Hein, voilà. En parlant de personnages immenses, tiens, justement, Bigger Than Life, on va parler du loup-garou Picard qui jette un regard concupiscent vers sa webcam. Voilà. Mon ami Thomas, que fais-tu dans ta cahute amiénoise? Que regardes-tu? Que lis-tu? Que fais-tu? Voilà. Dans quelle étagère? Exactement. Le confinement a quand même des effets assez pervers, je dois l'avouer, parce que en tant que sériophobe, j'ai quand même regardé des séries, quoi. Oh. J'ai regardé des séries. J'ai quand même des séries chez moi qui traînent sur mes étagères depuis quelques années. Et j'ai quand même regardé Pigalle la nuit, enfin. Ça une série qui est quand même de 2009. Hein, je suis vachement à la page. Hein. Donc, ça se passe à Pigalle, hein, essentiellement la nuit, comme le titre l'indique. Et c'est Jalil Lesper qui incarne un personnage qui habite Londres, c'est un homme d'affaires. Il se rend à Pigalle, à Paris, pour une affaire. Et là-bas, il voit sa sœur en train de se dandiner à moitié à poil sur la scène d'une boîte de Pigalle. Et il essaye de renouer avec sa sœur, avec qui il n'avait plus de contact depuis 2 ans. Mais elle disparaît le soir où il essaye de renouer avec elle. Et donc, c'est l'histoire de ce personnage qui va aller à la recherche de sa sœur. Il y a d'autres personnages aussi qui sont à la recherche de sa sœur aussi, parce que c'est quand même une star dans le milieu du striptease de Pigalle. Et tout le monde se demande ce qu'elle est devenue et pourquoi elle a disparu. Et donc, il y a des drôles d'histoires, notamment une histoire de photos compromettantes qui va se greffer là-dessus. Et donc, c'est aussi une histoire de rivalité entre un tenancier de pipe show, enfin de boîte de striptease, et puis donc du fameux sexodrome de Pigalle, hein, cet immense ce supermarché du sexe qui prône à Pigalle, et donc qui est tenu là par un personnage incarné par Simon Abkarian, et qui entre en rivalité avec un autre homme
un peu mystérieux, on ne sait pas d'où il vient, mais on le saura au fur et à mesure que la série avance, qui lui veut faire une autre boîte beaucoup plus grand, beaucoup de luxe, etc., pour rivaliser avec cet homme-là et éventuellement faire tomber le personnage de Simon Abkarian. Bon, c'est une série qui dure 8 épisodes, 52 minutes chacun, et je trouve que ça décrit bien le quartier Pigalle. Ah oui. On fait connaissance avec différents personnages, des prostituées, des partouzeurs, mais aussi d'autres personnages qui sont là, qui tiennent des commerces autres que des sex shops, et puis des personnages plus mystérieux, comme un personnage incarné par Archie Shepp, le jazzman. Parfois, ça tombe un peu dans le fantastique aussi. Il y a des scènes un peu oniriques. Moi, je trouve que c'est une très bonne série. Apparemment, qui n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir. Mais par contre, bon, il y a toujours les stigmates de l'écriture de série qui, moi, me fait fuir. Et au niveau de la mise en scène, la réalisation, surtout, la réalisation me plaît pas, quoi. J'aime pas comment c'est filmé. C'est filmé reportage, genre à la va-vite, des plans, des gros plans, on ne sait pas ce qu'on voit, la caméra qui bouge tout le temps. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est quand même une bonne série, quoi. Mais une petite remarque, il rend bien le quartier de Pigalle. Pour y avoir vécu, si tu veux, je trouve. Alors, des fois, il l'embellit peut-être un peu, mais le côté interlope comme ça de Pigalle, où il y a beaucoup de choses qui traînent, je trouve qu'il le rend vachement bien dans sa série, ce mec-là. Alors, après, bon. Thomas, est-ce que tu veux parler d'autre chose en visionnage? J'ai vu d'autres choses, oui. Par exemple, j'ai découvert quelque chose, toujours dans mon délire série télé, j'ai regardé La Maison des Bois, enfin, de Boris Pialat. Et en regardant La Maison des Bois, je me suis mis à explorer un peu ce que je n'avais pas regardé des coffrets Pialat, parce que j'ai les 2 coffrets Pialat. Et j'ai découvert que Pialat a fait des choses qui rentrent un peu dans le genre, quoi, dans le genre fantastique. Il a écrit, il a fait notamment, on ne voit pas, John. On voit pas. Non, on ne voit pas, là. Non. Alors, on a fait notamment 2 courts-métrages qui rentrent dans le genre fantastique. Et j'ai appris aussi en discutant avec un pote, Emmanuel Legagne, qu'en fait, Pialat aime bien le fantastique. Et s'il avait eu du pognon, il aurait fait des films fantastiques et de science-fiction. Donc, ce sont des courts-métrages qu'on peut voir dans les coffrets Pialat. Enfin, moi, j'ai les coffrets DVD. Je ne sais pas si ça existe. Les coffrets existent aussi en Blu-ray et proposent les mêmes choses. Gaumont a sorti, alors peut-être pas en coffret, mais ils ont sorti pas mal de Pialat qui étaient les DVD qu'il y avait dans le coffret. Ouais, alors peut-être qu'elle est même la même offre au niveau des bonus, mais les courts-métrages de Pialat, les premiers courts-métrages de Pialat sont vraiment intéressants. Il y a vraiment une esthétique fantastique, il y a vraiment quelque chose comme ça. Notamment, il a aussi fait des documentaires sur la Turquie, où esthétiquement, c'est très soigné. Il y a quelque chose qui peut se rapprocher d'une esthétique un peu religieuse, un peu mystique. Donc voilà, ça c'était un peu une parenthèse. Sinon, j'ai regardé diverses choses. J'ai regardé du Fuller. J'ai fait un mini-cycle Fuller avec 3 films que je n'avais pas regardé, je n'avais pas encore vu, dont un excellent qui s'appelle Parcro, Violence à Parcro en français. Ah oui. C'est vachement. C'est sur le journaliste. Oui, c'est sur le journalisme, et c'est vachement bien. Et le film est toujours d'actualité. Il confronte le journalisme d'investigation, les gens qui ont une éthique et qui veulent faire du vrai journalisme, notamment avec la naissance d'un journal qui s'appelle Le Globe. Je crois qu'il existe pour de vrai, hein, qu'il existe encore. Contrairement à un autre journal qui fait plus dans la presse de caniveau, qui ne vérifie pas les sources et qui notamment, ça part du fait qu'il a mené à la chaise électrique quelqu'un que le personnage principal pensait être innocent. Donc c'est à partir de là qu'il va y avoir un clash entre la directrice de publication de ce journal et ce journaliste qui va donc partir, qui va être en fait licencié et qui va créer son propre journal avec les moyens du bord. Et c'est le combat de ce grand groupe de presse contre ce petit groupe de presse qui essaye de vivre avec les moyens du bord et surtout de proposer une information de qualité. Alors, c'est un film qui est très court et c'est vachement bien foutu, c'est vachement rythmé. Enfin, c'est du Fuller, quoi. Fuller, c'est quand même un des plus grands cinéastes américains, hein, encore aujourd'hui. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est le fait qu'il monte
tout le monde, l'ébullition journalistique autour de cette place de Park-Ro où il n'y a que les journaux. Et les mecs s'échangent dans les bars des news. Enfin, tu vois, la vraie. Et là, encore une fois, Fuller nous invite à être vraiment dans le milieu des journalistes le temps d'un film. Et c'est excellent. Ah oui, oui, mais ça, c'est. Ah ouais, c'est un super film. Hein. Je connaissais pas. Ah, je suppose que toi, t'adores aussi. Hein. Ah, j'adore. C'est autobiographique, faut le savoir. Hein, parce que Fuller a débuté comme ça raconte sa jeunesse un peu violence à Park-Ro. Et non, oui, j'adore. De toute façon, j'adore Fuller, qui est un cinéaste. Alors, John a fait voir un peu son autobiographie, là, qui est extraordinaire. Oui. Il y a les plus belles pages que j'ai pu lire sur la Seconde Guerre mondiale. Elles sont incroyables. Ouais, j'aime beaucoup Violence à Park-Ro. Il y a très peu de Fuller que j'aime moins, en fait, sauf peut-être quelques petits films exotiques dont les titres m'échappent, là, mais qui sont un poil moins passionnants quand même s'il y a toujours dans un Fuller un moment assez dingue, même dans ses films les moins réputés comme Sans espoir de retour, tout ça. Il y a toujours un moment dans ces films où il y a quelque chose qui se passe. Et puis Fuller, toi Thomas, ça m'étonne pas que tu aimes parce que c'est un metteur en scène qui a un style très réaliste, très sec, très cut. Il va à l'essentiel, quoi. Alors l'autre Fuller que j'ai regardé, c'est plutôt un film d'aventure. C'est enfin là, on est vraiment dans le confinement. C'est un film de sous-marin, Le démon des eaux troubles, avec cet acteur que j'adore, hein, Richard Widmark. Richard Widmark, c'est un acteur vraiment que j'adore. Donc là, c'est l'histoire d'un équipage un peu plus ou moins clandestin qui emmène des scientifiques vers une île où ils soupçonnent qu'il y a des essais nucléaires ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est le périple de ce sous-marin avec le combat avec un autre sous-marin qui les repère. Enfin, on a tout le truc du film de sous-marin jusqu'au dénouement final où on apprend qu'il y a un complot contre les États-Unis fomenté par on ne sait pas qui, on ne sait pas trop qui. Mais donc, c'est un film d'aventure. Bon, c'est pas le meilleur Fuller, mais bon, c'est un film d'aventure assez plaisant. Hein. Puis de toute façon, il y a Richard Widmark, donc forcément, c'est bien. Mais là, on va retourner plutôt vers du grand Fuller, un film dont tu as parlé, GG, dans une émission, et donc j'ai eu très envie de le voir, ce qui est sorti chez Carlotta dernièrement, c'est China Gate. China Gate avec Angie Dickinson dedans, qui joue une Eurasienne. Bon, on n'y croit pas beaucoup, mais bon, elle joue une Eurasienne qui est prostituée, qui est un peu copine avec tout le monde, elle traficote un peu avec tout le monde, elle a ses entrées auprès des Khmers rouges, etc. Je ne sais pas si à l'époque c'était déjà les Khmers rouges, mais en tout cas c'est l'idée, hein. C'est des salauds de communistes. Et donc elle retrouve son ex-mari, enfin ce qu'on croit être son ex-mari, qui l'a quitté parce que lui, en fait, il est un peu raciste, voire un peu beaucoup. Et quand elle a accouché de leur enfant et qu'il a vu qu'il avait les yeux bridés, eh ben, il est parti. Voilà. Et donc lui, maintenant, il est militaire et il se retrouve à devoir faire un raid avec une autre équipée, un raid pour aller dynamiter un camp ennemi, un camp communiste pour pouvoir essayer de gagner donc la guerre. C'est la guerre d'Indochine, hein, c'est la France qui est engagée. Et donc c'est l'histoire de ce périple, de ce commando envoyé dans la jungle vietnamienne et pour dynamiter ce camp adverse où il y a beaucoup de munitions, etc. Et il y a aussi Lee Van Cleef qui, lui, joue un asiatique pro-Staline, pro-communiste, etc. etc. Alors, je trouve que c'est un super film avec... les personnages ne sont pas du tout manichéens, comme on peut le voir, je veux dire, mais en scène quand même des anticommunistes convaincus, un personnage raciste, des personnages plus ou moins schizophrène. Il y en a un qui parle en dormant et qui est dans ses cauchemars voit un communiste et du coup il marche en dormant et attaque la première personne qu'il voit, croyant que c'est ce communiste qui l'a tué par le passé, qui est un peu sa conscience, sa mauvaise conscience. Hein. Donc il y a plein de personnages comme ça. C'est un film assez violent. C'est un film en scope avec une très belle photo, superbe photographie. Chaque plan est un enchantement. Et pour moi, c'est un grand film d'aventure, certainement l'un des meilleurs Fuller, quoi. L'un des meilleurs. Écoute, Thomas, tu sais que
je partage ton enthousiasme puisque j'avais déjà parlé du film dans l'émission. Peut-être l'occasion de dire, on a parlé tout à l'heure de son autobiographie. John, tu peux peut-être nous rappeler l'éditeur et le titre exact de l'autobiographie vu que tu l'as dans les mains. Alors, c'est Samuel Fuller, un troisième visage, et je vais retirer le flou pour vous le présenter, sorti chez Alia. Voilà. Et ça. Et d'ailleurs, mon exemplaire m'attend chez mon libraire. Mais bon. Ouais, pour moi, c'est un incunable ce bouquin. Et il y a aussi un autre incunable, c'est le livre de Franck Lafont, Jusqu'à l'épuisement, qui est paru chez Rouge Profond. D'ailleurs, il est venu plusieurs fois, Franck, nous parler de Fuller dans l'émission. C'est un de ses sujets de prédilection. Et c'est vrai que c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup dans notre émission. Voilà. Un cinéaste très évalué aujourd'hui, qui n'était pas très apprécié de son vivant, en fait, et qui est aujourd'hui reconnu comme un grand à Hollywood. Voilà. Du même gabarit que Ford, Hawks et tout ça. Ah, largement. Donc, après Fuller, on va retourner dans le fantastique un peu là. Et donc, dernièrement, j'ai pu voir un film que j'avais découvert quand j'étais ado en VHS. Un film que peut-être Damien, toi, tu l'as pas vu, mais au moins vous Jérôme et John, vous l'avez vu, ça c'est sûr. C'est Chud de Douglas Chick. Pas vu. Ouais. Tu l'as pas vu, John? Non. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que je l'aime pas? Chud, dont la VHS apparaît dans le début de Us. Voilà. Oui, voilà. voilà. Sur le côté de la télé et qui, John, pourtant, a été multidiffusé à la télé. C'était un hit de télévision. C'est le film d'horreur qui passait régulièrement sur la 5 ou la 6, je sais plus, mais qui était pas mal diffusé. Oui. À cela, je réponds à monsieur Thomas Roland qu'il est des fois bon de ne pas voir des films parce que j'ai encore cette chance de pouvoir les découvrir, cher ami. C'est vrai. Donc, Chud, pour information, Damien, c'est donc, comme le dit VG, c'est l'une des sources d'inspiration de Jordan Peele pour Us. C'est ce qui m'a fait le voir. C'est aussi ce qui m'a incité à le voir, c'est que la version que j'ai vue, c'est une version uncut, avec un montage quand même assez différent du montage qu'on a vu en VHS. La fin est différente, l'ordre des séquences est différent, pardon. Et donc Chud, c'est l'histoire de monstres qui vivent dans les égouts de New York et qui bouffent des gens, notamment des clodos. Les clodos de New York qui disparaissent un à un. Et donc c'est un film plutôt écolo, parce qu'on apprend que ce sont des déchets radioactifs qui transforment les clochards et les rendent une sorte d'humanoïdes, cannibales, difformes, etc. C'est un film plutôt écolo, et c'est aussi un film qui met en avant comment sont traités aussi les marginaux, les clochards et les classes les plus populaires, voire plus que moins populaires. Plus que plus populaire, c'est-à-dire les marginaux, les clodos à New York, quoi. C'est un film d'horreur plutôt pas mal, hein. En le revoyant là, c'est plutôt un bon film. Le doublage français, il est pourri. Il est vraiment très mauvais. Ah non, mais c'est vraiment, le doublage français est horrible. Mais c'est un film qui a de la gueule. Ça ressemble à quelque chose. Il y a des plans, il y a vraiment une belle direction de la photographie. Et c'est une série B très agréable, très sympa, et qui a, à l'époque, le cinéma américain, dans les années 70, début 80, c'était un cinéma qui était quand même, comme on peut le voir avec Wolfen ou Prophecy, c'est un cinéma qui était quand même assez empreint d'écologie. Et Chud rentre dans cette logique. Bah, je vais tout vous surprendre parce que grâce à Arte, ce film, je l'ai vu. Bah, toi, c'est John là qui l'a pas vu. Voilà, en fait, Johnson, c'est le mauvais élève aujourd'hui. Pas le mauvais élève. Et Damien, qu'est-ce qui t'a évoqué ce film donc, moi, c'est une de mes Madeleines de Proust, en fait, parce que nous, c'est vraiment un film de notre enfance et ça fait partie des 2-3 films comme ça qu'on avait enregistrés à la télé, qu'on se repassait. Puis c'est un vrai film d'horreur, vraiment gore et tout ça et tout. Enfin, bref, voilà, c'est assez chouette. Et c'est vrai que c'est plus fun que Piala quand même pour le confinement, Thomas. Ouais, oui, enfin, ça dépend. Moi, j'adore Piala, hein, mais bon. Bah, Damien, donc toi, alors, tu t'en as pensé quoi, du coup, quand tu l'as vu, ce Chud?
Ouah. Je l'ai vu il y a très longtemps. C'était une anomalie télévisuelle pour moi, vu que j'étais tombé dessus. Mais c'était l'époque où Arte avait un super programme qui était proposé Trax, leur émission de pop culture underground. Et juste après, ils passaient généralement ce qui ressemblait le plus pour moi à l'époque à des midnight movies. Parce que généralement, ils passaient un film juste après et j'avais pas la moindre idée de ce que c'était et ça en faisait partie. Et il me reste quelques séquelles, quelques séquences qui me reviennent à l'esprit, qui sont assez floues, mais je me souviens que j'avais un bon souvenir de ce que j'avais vu parce que je le trouvais très décomplexé dans ce qu'il faisait et, euh, et j'avais encore vu aucun film du même genre à l'époque. Donc c'était une bonne expérience. Arte, le vendredi soir, avait l'habitude de passer des films d'horreur ou des films un peu déviants après Trax. Effectivement, je me souviens, c'est là que j'avais découvert Pete Walker, entre autres, avec Frightmare. Enfin bref. Et donc, je voulais aussi parler d'un autre film plus récent, Invisible Man de Lee Whannell. Lee Whannell, c'est un réalisateur que j'apprécie. Quand j'avais vu Insidious 3 au cinéma, pour moi, c'est le meilleur de la série. J'aime beaucoup Insidious 3, j'aime bien le traitement du son, le traitement de comment il traite l'action, etc. Et il y avait aussi Upgrade, qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui est une excellente série B de SF qui fait très années 80, hein, comme on pouvait en voir genre Terminator, etc. Alors, et donc, cet homme invisible, je l'attendais. Bon, je dois dire que je suis quand même un poil déçu. Je trouve que le film est très bien pendant 1h20. On retrouve un peu la façon qu'il a de traiter le son, l'action, le suspense, avec des plans lents, des longs plans, des plans où il se passe rien en apparence, d'un coup il y a un détail qui tue, etc. Pendant 1h20, le film est pas mal, mais je trouve qu'après, pendant 3/4 d'heure, c'est un peu n'importe quoi. On tombe vraiment dans le climat du film hollywoodien, avec de l'action, un traitement de l'action très spectaculaire, très sensationnaliste, et puis une fin un peu convenue, un peu je dirais, oui, très hollywoodienne, genre comme les films qu'on pouvait voir dans les années 90 ou début des années 2000, quoi. Vaguement réac, quand même. Donc, Bah, c'est un film qui, Vas-y, Thomas. c'est un film qui est quand même assez prenant, hein. Je veux dire, c'est bien foutu, on est pris dans l'action, il y a du suspense, mais c'est quelque chose qui m'a déçu les derniers 3/4 d'heure, je trouve pas ça super. Bon, c'est quand même un film qui surfe sur la vague post-MeToo, quoi. Eh ben, moi, j'ai eu la chance de le voir en cinéma avant que tout soit fermé. Et ben, j'adore Light Warnell. Tout le monde est au courant si vous suivez cette émission maintenant. Et c'est vrai que je l'attendais aussi avec beaucoup d'impatience ce film parce que j'étais surpris qu'on puisse réécrire L'Homme Invisible et lui donner un impact moderne. Et j'ai été grandement déçu. Mais je pense que, notamment, tu parlais de la fin, et l'une des théories que j'ai, c'est que c'est un film qui veut trop faire. Il veut être à la fois un film de science-fiction, un film d'horreur, et également un film dramatique, justement, qui parle de la condition des femmes. Il a du mal à y arriver, et à la fin, on a la scène finale sans la décrire. Je la trouvais un peu hors contexte par rapport au tout le film, vu j'avais l'impression d'assister à la naissance d'un super-héros, de la manière dont c'était mis en avant, le héros, enfin le personnage qui marche, la caméra qui se soulève, la musique qui monte, qui monte. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas un film de Warner Bros. Avec qui Warner a l'habitude de faire des films, mais c'était avec Universal. Et ensuite, je me suis rappelé que durant un certain temps, Universal voulait créer leur Monstro Universe avec Dracula et la momie qui a fait faillite. Et l'une des hypothèses que j'ai à propos de ça, c'est que de base, l'homme invisible devait faire partie de ce monstroverse, devait rejoindre cet univers partagé, mais que ça a été abandonné en route, mais qu'ils ont quand même secrètement l'espoir de relancer. Et je pense que du coup, le film joue plusieurs partitions de musique qui n'ont aucun rapport et qu'à la fin, il manque une ligne directrice à l'ensemble qui rendrait le tout beaucoup plus passionnant. Bah, à partir du moment dans l'hôpital psychiatrique, là où elle commence à prendre les choses en main, là, pour moi, ça devient n'importe quoi. On est vraiment dans le cinéma hollywoodien, spectaculaire, avec beaucoup d'action, etc. Ça devient vraiment n'importe quoi. Et effectivement, la fin, elle est édifiante. Il magnifie son personnage. Bon, en même temps, il y a une progression. Le personnage, évidemment, prend
progression et puis elle gagne son indépendance. Mais c'est un film qui est trop dans l'air du temps et trop édifiant, quoi. À la fin, elle est surtout très prévisible. C'est surtout ça. Donc, la fin est prévisible mais néanmoins, comment dire, toute la première partie du film, moi, je partage ce que dit Thomas parce que je te trouve un peu dur quand même, Damien. Toute la première partie du film, moi, je pense que le film a des défauts d'écriture, mais pas des défauts de mise en scène. C'est-à-dire que je trouve que la mise en scène de Liv Vanel, elle est quand même vraiment excellente. D'abord parce que c'est un des rares réalisateurs qui n'abuse pas d'effets musicaux, qui n'utilise pas de jumpscare. C'est quand même vachement bien. Et ça fait vraiment peur. Enfin, c'est-à-dire la première heure où il joue sur les espaces, les déplacements de caméra, où on a vraiment peur, quoi. Enfin, on a vraiment peur avec cette femme. On a vraiment peur. Bon, puis c'est Elisabeth Moss qui est quand même une actrice qui est capable de, parce qu'il faut une actrice capable de supporter tout sur ses épaules. Elle en a les capacités. Mais moi, j'adore la première partie du film. Moi, je suis d'accord avec Thomas. C'est-à-dire dans la deuxième partie, ça devient Porte-Nawak, quoi. Voilà, c'est-à-dire bon, la scène du restaurant, elle est sympathique, mais c'est quand même, elle est sympathique et surprenante, mais c'est quand même un peu con, quoi. Faut dire les choses. Et il y a une sorte de crescendo comme ça dans l'action et comment dire, dans les rebondissements qui font que du coup le film effectivement dans sa deuxième partie est moins intéressant. Il est à voir quand même. C'est quand même le haut du panier. Moi, j'aime beaucoup l'introduction aussi avec les lettres qui s'écrivent avec l'écume, avec l'eau de la mer. C'est très joli. Je trouve ça très joli. C'est une bonne idée. Et puis, voilà, c'est quand même un film, un film, comment dire, qui se loupe comme beaucoup d'autres en ce moment à cause de toutes ces notions d'empowerment, toutes ces notions de respecter les cultural studies. Alors, j'avais prévu qu'on en parle dans l'émission, mais on aurait dû être en studio là, les copains, mais on ne peut pas y être. Mais on parlera de ça dans l'émission avec notre ami David Da Silva qui vient d'écrire un livre sur les cultural studies qui est paru chez Leitmotiv. Et c'est quelque chose qui est en train de détruire le cinéma américain quelque part, un petit peu, en tout cas en partie, et qui arrive chez nous et qui, à mon avis, va faire du mal aussi à notre cinéma, à nous. Voilà. Analyser le cinéma par le prisme des minorités et puis en voulant faire à ce que chaque minorité ait effectivement droit de cité dans chaque film, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Et ce film-là, c'est un bon exemple de ça. C'est pas possible. Voilà. Mais je répète, la mise en scène, elle est quand même excellente et franchement, pour sa première heure et quart, ça vaut le coup d'être vu parce que on retrouve le plaisir d'avoir peur devant un film, ce qui est quand même pas très fréquent. Et puis, il a cette façon de jouer sur le vide. Moi, je retiens deux plans. Il y a un moment, quand elle s'enfuit chez elle, chez son mari, à un moment, la caméra fait un panoramique et il s'attarde sur un couloir vide. Et moi, je trouve ça terrifiant, ce genre de plan. On a un couloir vide et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et la caméra repanote, en fait, il ne s'est rien passé, mais ça implique une menace qui est là, insidieuse, invisible, etc. Alors qu'en fait, il ne se passe rien pour l'instant. Et il y a aussi cet autre plan, quand elle est chez son ami, la James, le flic, où elle prépare la cuisine, c'est un plan large. Et puis, elle sort du cadre. Là, on a un cadre vide. Et il se passe quelque chose. Et je trouve ça super. Moi, j'aime bien ce genre de mise en scène. J'aime bien ce genre de cinéma. Mais par contre, j'ai remarqué, en fait, depuis Insidious 3, où il fait ça, où il fait ce genre de mise en scène, assez dépouillé, sans musique tout le temps, etc. J'ai remarqué que ça commence à devenir un peu à la mode. Parce que, notamment, c'est ce qui est repris dans Annabelle 2. Il reprend un peu ça, cette façon de traiter le son et la musique, un peu comme les cinémas des années 70, américains des années 70. Et ça commence à devenir un petit peu un truc un peu à la mode. Il y a des moments, on sent un peu ça. Mais bon, j'espère que le prochain Lee Whannell sera meilleur et renouera avec Upgrade ou Insidious 3. Je voulais parler de ce film, vous voyez, l'édition Blue Underground. D'auteur qui est donc Les Lèvres Rouges d'Harry Kumel, qui est donc disponible chez Blue Underground, la boîte de l'ami William Lustig, qui est vraiment
un film assez dingue en fait. Alors déjà, Harry Kumel, c'est un metteur en scène belge, vraiment très très intéressant parce que on le connaît assez peu, alors qu'en fait, il a beaucoup travaillé pour la télé, il a beaucoup fait de courts métrages et il a fait deux œuvres maîtresses du fantastique européen. Il y a Les Lèvres Rouges, je vais parler là, qui a Malpertuis, qui est génialissime. Malpertuis qui connaît deux montages, mais comme tous les chefs-d'œuvre, quand il a été remonté par les producteurs pour être plus compréhensible, et ben il est quand même excellent. Et quand on voit le montage original, il est excellent. Je vous conseille l'édition DVD Malpertuis, éditée par la Cinémathèque belge, qu'on doit pouvoir encore trouver chez nos amis de Cinart, hein, qui sont comme les films de la Gorgone, qui prennent les commandes et enverront les livraisons après la crise, après le confinement. Voilà. Mais c'est à voir absolument. Et là, alors il y a à chaque fois des monstres sacrés dans ces films, puisque dans Malpertuis il y a Orson Welles. Et là, le monstre sacré, c'est Delphine Seyrig. C'est la Greta Garbo européenne, hein, voilà, hein, Delphine Seyrig, grande, blonde, un peu comme ça, d'une autre époque, avec une diction particulière, un peu hors du temps, immense actrice, hein, réévaluée aujourd'hui, enfin très appréciée de son vivant aussi, hein, voilà. Mais je veux dire, on redécouvre d'autres facettes aujourd'hui de son talent à cette actrice. Et ce film d'Harry Kumel, c'est particulier parce que Ses Lèvres Rouges, en fait, l'histoire, c'est simple, c'est la comtesse Elisabeth Bathory qui débarque dans un hôtel à Ostende où il y a également un couple de jeunes mariés, dont le mari d'ailleurs a un étrange secret, puisqu'il dit qu'il vient d'une famille noble, hein, les Chilton, si ma mémoire est bonne, et en fait, il doit appeler sa mère pour qu'elle valide le mariage, mais le mariage a déjà eu lieu, et ils doivent prendre le ferry, et comme il y a un petit retard au niveau du train, ils sont obligés de dormir à Ostende, et en même temps, dans les environs d'Ostende, il y a toute une série de meurtres. Voilà. Et alors, Harry Kumel, on sait que ce film, c'est un scénario. Harry Kumel, il est plutôt branché surréaliste. Voilà, si on pouvait le rapprocher de quelqu'un, il va être très influencé, on va dire, dans ses courts-métrages, en tout cas, par Chris Marker ou Topor, par exemple. Voilà. Il est belge, donc il a un côté surréaliste, évidemment. Et avec ce film qui est culte aux États-Unis, hein, d'ailleurs, hein, Les Lèvres Rouges, il sait très bien qu'il a un scénario de film érotico bis, voilà, qui est un scénario qui tient sur 3 feuilles de papier toilette et qui en fait est aussi comment dire, la condition pour aligner de belles séquences érotiques, des séquences saphiques, des séquences à la limite du triolisme, voilà, enfin tout ce que le mythe du vampire et du vampire féminin, voilà, sous-tend en fait, voilà. Et lui il dit au producteur, moi je veux bien vous faire votre petit film, mais il me faut Delphine Seyrig. Et Delphine Seyrig dit oui. Et alors là, à partir de là, le film, c'est plus le même film. Parce que quand Delphine Seyrig parle, déjà, il se passe quelque chose. On peut lui faire dire n'importe quel dialogue. Du coup, à l'écran, il se passe quelque chose. Et puis, Harry Kumel, c'est un esthète. Et du coup, on a un incroyable film. Alors, effectivement, un film très érotique, mais aussi un vrai film fantastique, un vrai film de vampire. Et un film qui sublime ce superbe hôtel-là, qui sublime Ostende, qui a un film en plus qui a une particularité où Harry Kumel s'amuse à faire quelque chose qu'il faisait déjà, qu'il fera après, parce que Malpertuis, c'est, je crois, 1 an ou 2 ans après, c'est son film suivant pour le cinéma, parce qu'entre deux, il travaille pour la télé, il travaille beaucoup pour la télé. Et en fait, il fait par exemple des fondus au rouge. Voilà, pas des fondus au noir, il fait des fondus au rouge. Alors, il aime bien travailler sur les couleurs, il aime bien pas mal délirer. Et ce film-là, comme c'est un film de vampire, il est évidemment à dominante rouge. Et ça donne un film très particulier. D'ailleurs, il est à dominante rouge comme la pochette de sa bande originale. Sa bande originale qui est signée François de Roubaix, que je vous conseille. François de Roubaix, qui est un immense compositeur français qui a été récemment, ces 2 dernières années, réédité. Vous avez pu voir la bande originale qui contribue vraiment à l'atmosphère particulière du film Les Lèvres Rouges. Et puis, il y a aussi les bandes originales des vieux films de Boisset, voilà, qui sont un peu moins connus, comme là, il y a RAS et Le Saut de l'Ange. Là, sur la pochette, le mec que vous voyez en train d'essayer de s'accrocher comme ça, c'est Jean-Yann. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais Jean-Yann, dis donc, en fait, il était rudement baraqué, le bétail, parce que moi, tu m'accroches à un truc comme ça, je tiens pas, hein, j'arrive pas à me promener, voilà, sur plusieurs mètres au-dessus du sol, comme ça. Et François de Roubaix était un compositeur incroyable, avec des sonorités incroyables, qui malheureusement est mort à 36 ans en faisant de la plongée sous-marine. Voilà, c'était pourtant, il est réputé pour être
un grand spécialiste de la plongée sous-marine et il s'est retrouvé coincé dans une grotte en Espagne et il y est décédé. Et donc, pourtant, il a eu une discographie très pléthorique. Donc, je vous conseille du François de Roubaix. Alors, puisqu'on est confiné en ce moment, je voulais vous conseiller un film de confinement, mais pas de confinement dans une maison, mais de confinement dans une voiture. Voilà. Alors, ce film, c'est Rabbit Dogs. Rabbit Dogs qui est sorti chez Arrow dans une édition incroyable. Hein. C'est la plus belle pour moi de ce film. Et Rabbit Dogs, c'est un film de Mario Bava qui est un tour de force. Alors déjà, c'est un miracle pour de nombreux cinéphiles, puisque Rabbit Dog, chien enragé, donc dans son titre français, c'est un film qui était réputé perdu, que Bava tourne à la fin de sa carrière. Je crois que c'est en 78, si je ne m'abuse. Ça doit être dans ces eaux-là. Et en fait, le film, pour d'obscures raisons de droit, n'est jamais terminé. Et de nombreux fans vont se battre, dont Quentin Tarantino, par exemple, pour que ce film puisse finir par être monté d'après les notes de Mario Bava. Et le film finit par être monté. Et c'est une méga claque. Il y aura un deuxième montage du film qui s'appelle Kidnapped, qui est fait par Lamberto Bava, qui était assistant de son père sur le film, qui est beaucoup moins bien. Il a fait refaire une musique à Stelvio Cipriani, qui est aussi moins bien. Donc, dans le coffret Arrow, il y a les deux versions, vous pourrez comparer. Mais la version voulue d'après les notes de Bava est extraordinaire, parce que c'est un pitch simple, c'est-à-dire il y a des braqueurs un peu starbés, dont George Eastman, voilà, horrible Anthropophagus, voilà, qui doivent s'enfuir après un braquage et qui sont un peu psychopathes sur les bords et qui kidnappent en fait, qui gardent dans une voiture un père avec son enfant malade et une femme, voilà. Et c'est la cohabitation dans l'habitacle de la voiture pendant 1h30. À de rares exceptions, ils sortent du véhicule, mais c'est très très rare. Et même quand ils sortent du véhicule, on a l'impression d'être toujours confiné dans un huis clos à l'intérieur du véhicule. C'est la force de la mise en scène de Bava. Et c'est un film que je vous conseille qui est assez exceptionnel. Voilà, assez exceptionnel. C'est un film assez poisseux. Hein. Assez poisseux. Ah oui, c'est un film poisseux. Il y a une scène qui est repiquée à Wes Craven, puisque c'est sorti quelque temps avant. Une scène entre autres où il y a quelqu'un qui doit uriner, qui est assez assez peu ragoûtante, c'est vrai. Mais le film est une incroyable démonstration de mise en scène quand même. Je crois qu'il faut le dire. Moi, je voulais aussi parler des dernières sorties de quelques-unes des dernières sorties dont on n'a pas eu le temps de parler dans l'émission, de la collection Make My Day. Je vais essayer d'aller vite. Il y a un double programme, par exemple, dans les derniers sorties. And Soon the Darkness de Robert Fuest et Fright de Peter Collinson, qu'on appelle aussi Thriller, je crois. Il y a 2 titres. And Soon the Darkness de Robert Fuest, réalisateur un peu étrange, qui est surtout le responsable des 2 Dr. Fives, de petits classiques de la série B horrifique, et là c'est 2 réalisateurs britanniques en fait, Robert Fuest et Peter Collinson. Et Fuest, avec ce film And Soon the Darkness, fait un film étrange qui se passe en France, qui est tourné en France, avec deux jeunes filles qui sont des élèves infirmières anglaises, voilà, qui viennent passer des vacances dans le nord de la France en vélo, et puis elles se disputent et l'une des deux va s'enfuir, va disparaître, et l'autre va la chercher. Voilà. Et à partir de là, se crée un film de terreur, un film étrange, un film un peu suffocant malgré qu'il se passe en extérieur. Il fait bien la paire avec l'autre film Fright de Peter Collinson, qui pourtant lui se passe en intérieur, est un huis clos, donc qui se prête bien à la situation que l'on vit actuellement, sur une jeune babysitter qui se retrouve à garder en fait dans une maison isolée de la campagne anglaise le fils d'un couple un peu étrange d'ailleurs. Enfin, bref. Et ce sont 2 films assez fascinants. J'ai une petite préférence pour le film de Peter Collinson, Fright. Peter Collinson, qui est un réalisateur oublié de choses assez intéressantes comme La Nuit des alligators, par exemple. Des films un peu poisseux, justement, pour employer une expression que Thomas vient d'utiliser. Et qui, avec Fright, en fait, anticipe un petit peu, parce que c'est un film de 71,
ce que va être le slasher. Un peu comme Bava la même année avec la baie sanglante V, parce que la baie sanglante, c'est quasiment l'acte de création du slasher. Et là, on a un peu ça avec la Final Girl, parce qu'en fait, cette jeune nounou, elle va se retrouver avec un détraqué voilà, qui est dans la maison. Voilà. J'en dis pas plus. Et c'est un vrai film de mise en scène, c'est un vrai film de terreur. Et c'est à voir. Donc, on remercie encore une fois Jean-Baptiste Toré. On va continuer de le remercier avec un film vraiment très étrange. Alors là, ça a été une découverte, je ne l'avais jamais vu. C'est Winter Kills. Winter Kills de William Richard, qui est un film inspiré de l'affaire JFK. Un film avec un tout jeune Jeff Bridges, dont le papa est John Huston quand même. Un film qui est entre le film, alors il y a aussi Anthony Perkins qui dirige une sorte d'officine de renseignement qui sait tout sur tout le monde, qui est lui-même quasiment Big Brother à lui tout seul. Voilà. Film incroyablement paranoïaque. En même temps, faut se méfier de tout le monde. Voilà. Du coup, ce gamin là, Jeff Bridges, il est comment dire dans la recherche du coupable de l'assassinat de son demi-frère. Et ils sont en fait comme la famille Kennedy, en fait, ils sont tous assassinés. Et un jour, il reçoit un appel, on lui dit voilà, il y a des éléments liés au meurtre et tout. Et il retrouve ces éléments. Alors, du coup, ça le travaille. Et il décide de prévenir son père et de commencer à faire ses recherches, à enquêter. Et il se retrouve dans un film qui ne ressemble à aucun autre. Moi, j'ai beaucoup aimé. On est quasiment dans l'univers du conte. On est presque dans un film fantastique et un grand film paranoïaque. Vous n'avez pas vu ça, les gars? Ah non. D'accord. Autre film sorti chez Make My Day, je voulais parler de En toute innocence d'Alain Gessua. Alain Gessua, réalisateur qu'on aime beaucoup, réalisateur qui a fait Jeu de massacre, donc En toute innocence, voilà. Toujours Make My Day. Et qui est un film avec Michel Serrault et Nathalie Baye, où en fait, Michel Serrault, on ne sait pas trop au début, enfin bref, c'est un patron d'une boîte d'architecture et Nathalie Baye est sa belle-fille. Et il part pour faire un voyage d'affaires, il a oublié un truc, il revient et il s'aperçoit qu'elle fricote avec un autre gars de la boîte. Voilà. Et donc, du coup, lui, en partant, il repart, il prend sa voiture, il repart parce qu'il doit aller à son voyage d'affaires et il roule comme un dingue, comme un fou. Et il se fracasse dans un camion. Et une fois qu'il s'est fracassé dans le camion, on ne sait pas trop s'il s'est jeté sur le camion ou s'il a cherché l'accident ou si vraiment c'est un accident. Voilà. Et il va rentrer, il va simuler en fait d'être devenu muet. Voilà. Et il va y avoir à ce moment-là un duel entre Nathalie Baye et lui dans la maison. Là aussi, on n'est pas loin du film de confinement encore. Hein, voilà. Et Alain Gessua, alors réalisateur de Jeu de massacre, réalisateur d'Armageddon, réalisateur passionnant. Bon, en moins bien, il a fait Frankenstein 80 avec Eddie Mitchell, mais sinon quand même un sacré metteur en scène français, très original, très particulier. Et En toute innocence, c'est vraiment excellent, un très bon thriller, un thriller à la française. Et je voulais terminer mon tour d'horizon des dernières sorties. Comment? Qu'aurait pas renié Claude Chabrol? Il y a un côté chabrolien dans ce film-là. Ouais. Complètement. Bah, allez-y les gars, si vous avez des choses à dire sur le film, je suis preneur. J'ai dit ce que j'avais à dire et je ne parlerai plus. Toujours dans la collection Make My Day, je voulais parler de La Mafia fait la loi de Damiano Damiani. Alors, un metteur en scène qui est vraiment un metteur en scène, pour moi, mésestimé, excellent metteur en scène. Entre autres, d'ailleurs, de la meilleure version d'Amityville, sortie il y a peu à l'unité chez Backfilm. Amityville 2, le possédé, en Blu-ray. Et là, La Mafia fait la loi, c'est un film assez passionnant où Franco Nero fait un jeune flic idéaliste qui débarque dans l'Italie, une Italie profonde, quoi, voilà. Et il est confronté à une histoire de meurtre d'un paysan du coin qui a vu ce qu'il ne devait pas voir, voilà. Et lui, il est persuadé, Franco Nero, que
la compagne de cet homme, donc Claudia Cardinal, que la mafia essaye de salir en plus parce qu'elle est très belle. Forcément, Claudia Cardinal, au sommet de sa beauté, elle est très belle et donc quelque part ils essayent de la salir, de faire croire qu'elle voit d'autres hommes, tout ça. Alors, on essaie de lui faire croire aussi que son mari n'est pas mort mais qu'il est parti travailler ailleurs. Enfin bon, il y a tout un truc qui se passe autour de ça. Mais Nero, lui, il est persuadé qu'il y est arrivé quelque chose de grave et il veut retrouver, il veut comment dire remonter la piste d'un mafieux incarné par Lee Jacob qui règne sur toute la région. Et comme d'habitude chez Damiani, tout à l'heure Thomas parlait de Fuller, c'est vraiment un film réalisé parfaitement au cordeau, il n'y a pas de gras. Damiani, cet immense réalisateur qui a signé El Chumcho, qui a fait aussi une fille un petit peu compliquée, Rather Complicated Girl, avec Jean Sorel et Catherine Spack, très bon giallo de machination. Et donc très très bon Damiani. Et voilà, Damiano Damiani, de toute façon tous ces films sont à conseiller. En plus, là la copie est très belle et c'est un film vraiment avec une grande tension où la réalisation a l'air d'être simple. En fait, elle est très travaillée. Et pour moi, Damiani, c'est vraiment la conjugaison parfaite entre le cinéma de genre et le cinéma d'auteur. Et c'est vraiment un cinéaste à redécouvrir. Donc, je vous invite grandement à redécouvrir ce film. Je crois que d'ailleurs, Thomas, tu aimes beaucoup ce film également. Ah oui, c'est un excellent film qui décrit effectivement bien l'emprise de la mafia sur un petit village, une petite ville de la Sicile. Et il y a des acteurs marquants comme donc Lee Jacob, Serge Reggiani, Franco Nero et évidemment la belle Claudia Cardinal. C'est l'un des meilleurs Damiano Damiani, ça c'est sûr. Je voulais terminer cette émission avec quelques conseils lecture. En tout cas, de ce que je lis pendant le confinement. Voilà, je sais pas si ça va si tout le monde a ça qui traîne dans sa bibliothèque. Il y avait la dernière autobiographie de Roger Moore qui s'appelle Mémoire, qui est chez First Edition, qui est assez facilement trouvable, qui était soldée, qui est assez rigolote. Il raconte plein d'anecdotes. C'est une succession d'anecdotes. On découvre que Tony Curtis était un peu pingre. On découvre plein de choses sur Michael Winner, qui était un bon vivant parce que c'était un super pote de Roger Moore, par exemple. Donc, un livre assez sympathique. Autre livre dans lequel je me suis replongé, c'est Janson par Janson, Henri Janson, qui est c'est un livre publié par René Château, Janson par Janson. Il avait fait Audiard par Audiard aussi. C'est 600 pages d'Henri Janson, en fait, qui est un des grands dialoguistes du cinéma français, qui est un peu oublié parce qu'on parle toujours d'Audiard, mais c'est lui qui fait les dialogues, par exemple, de La Vache et le Prisonnier, du Barbe Bleue de Christian Jacques, qui fait aussi les dialogues d'un film de suspense que j'aime beaucoup, qui est assez peu connu, une sorte de whodunit, où on recherche en fait quelqu'un qui a trahi un réseau de résistance qui s'appelle Marie Octobre, qui est un film que d'ailleurs j'ai vu là pendant le confinement, qui est un film de Duvivier avec Daniel Darieux. Moi j'ai une passion secrète pour Daniel Darieux, il faut dire des choses, voilà, telle quelle. Et c'est une immense actrice. Et comment dire, il a fait aussi le dialogue de Fanfan la Tulipe, par exemple. Et c'était aussi un type très particulier, qui a la particularité d'être détesté aussi bien par l'extrême droite que par les communistes. Donc il y a des échanges dans le livre aussi, il y a des correspondances parce qu'il écrivait aussi, il était aussi critique. Et il y a un moment savoureux qui s'appelle Coco contre Corbeau. Et lui, il titre son texte comme ça et ça charcle très fort au sujet du film de Clouseau. Où en plus il dit du mal des Enfants du Paradis, qui est un film que j'aime pas. Où il dit pourquoi on s'en prend à Clouseau, on n'a qu'à s'en prendre aux Enfants du Paradis. Et bref. Et mais c'est vraiment c'est vraiment chouette. Alors Janson était un polémiste, hein, donc évidemment on peut pas oublier d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. Mais en tout cas c'est intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. Personnalité forte du cinéma français. Je voulais terminer parce que c'est un petit peu BD, mais là on n'arrive pas bien à le voir. Voilà, panorama de la bande dessinée érotique clandestine qui est sortie il n'y a pas très longtemps de Bernard Joubert chez Dynamite. Alors Dynamite, vous pourrez trouver tout ça à la Musardine, hein, une adresse interdite aux moins de 18 ans évidemment, qui est un condensé en fait avec plein d'images dedans que la décence m'interdit de vous montrer
ou en flouté, alors ça risque pas grand-chose, voilà, de comics underground américains, qui étaient des comics pornographiques, qui reprenaient par exemple Popeye, Mickey, tout ça, et dont certains sont très cultes, dont certains sont signés d'ailleurs de grands dessinateurs. Je vous laisse découvrir tout ça en lisant ce livre. Et puis, je voulais terminer par une BD extraordinaire, on en reparlera peut-être dans l'émission parce que je viens juste de la finir, le Dracula de Georges Bess, qui est paru chez Glénat, qui est une revisite du Dracula de Bram Stoker dans un noir et blanc superbe, voilà, et qui est très, très fidèle au livre, tout en le trahissant un peu, voilà. C'est extraordinaire, c'est un travail fabuleux de Georges Bess que je vous conseille, Georges Bess, qui avait travaillé avec Jodorowsky sur le Lama Blanc, par exemple, et qui est un dessinateur assez exceptionnel. Et là, je trouve que c'est son meilleur travail. Voilà. Et je sais que vous aussi, les amis, vous avez un peu de conseils lecture avant que l'on se quitte et qu'on quitte nos habitués de culture prohibée. Dernièrement, moi, j'ai lu Homère, hein, j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée, et ça m'a donné envie de me replonger dans la lecture de Dan Simmons. Dan Simmons, qui est un de mes auteurs américains préférés. Dan Simmons qui a écrit L'amour, la mort, un superbe recueil de nouvelles, et qui est aussi connu pour Hyperion, son cycle d'Hyperion, et aussi L'échiquier du mal, hein, des grands romans de science-fiction et fantastique, mais Dan Simmons qui a un peu mal tourné, il est tourné facho après les attentats du 11 septembre 2001. Bah, il est devenu un peu comme Frank Miller, hein. Il est devenu, il a fait un peu l'amalgame entre musulmans et arabes, etc. Enfin bref. Mais ça n'empêche pas qu'il a quand même beaucoup de talent. Et à cette époque, il a sorti 2 romans. Donc voilà le lien avec Homère. 2 romans s'appellent Ilium et Olympos, qui sont un peu une revisite de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est-à-dire que dans Ilium, le premier volume, donc Ilium, c'est les dieux de l'Olympe qui ont ressuscité notamment des professeurs d'université qui ont enseigné l'Iliade à leurs élèves et qui les émènent en observateurs de la guerre de Troie. Voilà, ils observent la guerre de Troie et ils doivent faire des comptes rendus aux dieux de l'Olympe. Et en parallèle, on suit aussi, on comprend qu'il y a plusieurs époques qui se mélangent. En parallèle aussi, on suit aussi l'épopée d'humains à une époque lointaine de la nôtre, hein, qui vont découvrir, qui vivent dans une époque plutôt apocalyptique, hein, tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'existe plus. Ils vivent un peu, pas comme les hommes préhistoriques, mais on n'est pas loin. Et ils vont. Il y a aussi en parallèle des robots qui doivent aller sur Mars faire une cargaison étrange. Et donc, ces 3 destins, évidemment, on se dit qu'est-ce qui va les ramener les uns vers les autres. Et il y a un moment, l'un des humains ressuscités par les dieux de l'Olympe va décider de foutre un petit peu sa merde et de changer le cours de la guerre de Troie et de lier les Troyens et les Grecs ensemble pour se battre contre les dieux de l'Olympe. Et donc, on le voit dans Olympos, qui est aussi un gros pavé, c'est des gros pavés, hein, dans Olympos, où on suit tout d'abord cette guerre des Troyens et des Grecs contre les dieux de l'Olympe, qui se sont rebellés contre les dieux de l'Olympe. Mais encore une fois, on se demande qui sont ces dieux de l'Olympe, si ce sont vraiment les vrais dieux de l'Olympe, et qui se cache derrière cette résurrection des dieux de l'Olympe. Et aussi, il y a d'autres créatures étranges qui s'inspirent de la tempête de Shakespeare. Il y a Caliban, il y a Prospero, parce que Dan Simmons, c'est un lettré, c'est quelqu'un de très érudit qui adore Marcel Proust et qui adore William Shakespeare. Et donc, ces 2 romans-là, ils font ouvertement référence aussi bien à Marcel Proust qu'à William Shakespeare. Et ce sont de grandes épopées de science-fiction. Et on retrouve aussi des combats homériques, comme avec des descriptions aussi sanglantes que dans les 2 livres de Homère, l'Iliade et l'Odyssée. On retrouve aussi le fameux personnage d'Ulysse, qui est ici appelé Odysseus, hein, selon les traductions, selon les textes. Il est appelé soit Ulysse, soit Odysseus. Là, ici, on le retrouve sous le nom d'Odysseus, qui voyage à travers on va dire le temps, mais on ne sait pas encore comment,
pourquoi et qui se cache derrière toutes ces créatures. Notamment, il y a une créature, une espèce de cervelle géante qui se déplace sur des milliers de mains et qui serait une sorte de dieu ou de créature qui serait un peu derrière tout ça. Donc, Dan Simon sait faire monter la sauce, sait faire mener son suspense pour cette grande fresque de science-fiction qui plaira autant aux amateurs de science-fiction qu'à ceux de la mythologie grecque. Au niveau des bouquins, j'avais un cadeau de Noël que je viens de finir, j'en ai profité avec le confinement, qui s'appelle Ce qu'il faut dire de Leonara Miano, qui est sorti en automne 2019 à l'édition de l'Arc. Et c'est un bouquin en prose, c'est de la poésie, donc beaucoup de poésie. C'est en prose. Et c'est intéressant parce qu'il n'a pas du tout de ponctuation. Et en fait, toute la ponctuation à l'intérieur du bouquin se fait à travers les majuscules, la façon dont elles sont placées, la façon dont le texte lui-même est mis en place. Et en fait, c'est un texte qui est fait pour être avant tout lu à l'oral et qui apporte un grand plaisir de lecture. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que c'est un rugissement puissant que nous fait l'autrice à travers son bouquin, une sorte d'introspection à la fois sombre et lumineuse qui va entremêler politique, philosophie et histoire. Une belle fusion magmatique entre la négritude d'Aimé Césaire et finalement les condamnations que Hugo faisait contre Napoléon Bonaparte, troisième du nom. Et c'est pas une lecture pour tout le monde, vu que c'est pas censé s'adresser à tout le monde, mais c'est quelque chose qui réveille de manière. Ça réveille à la fois brutalement, mais d'une façon douce. C'est assez paradoxal, mais certains pamphlets à l'intérieur sont vraiment très bruts et d'autres arrivent à toucher l'essence de ce que fait finalement une nation ou ce que fait finalement une personnalité, un individu, de la façon dont il est décrit ou non. Et j'ai aussi profité de ce temps pour me replonger dans une bande dessinée qui date un peu et que j'avais pas regardé depuis longtemps, qui est la mise en BD de Hellraiser de Clive Baker, donc qui fait avec l'aide de Christophe Monfette, qui est une BD plutôt gore. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est pas vraiment, elle est très courte et en soi, elle n'est pas essentielle à l'œuvre Hellraiser, mais elle permet de développer sa mythologie à travers d'autres perspectives et de retrouver certains personnages dont on ignore leur avenir. Donc voilà pour mes petites lectures du moment. Il faut savoir aussi que Leonora Miano, qui est une écrivaine d'origine camerounaise, dans ses romans, il y a souvent du fantastique dans l'intérieur de la nuit, Contour du jour qui vient, Les Aubes écarlates. Il y a toujours une histoire de fantôme, quelque chose comme ça qui vient. Elle vient de signer aussi un roman qui décrit une Afrique unifiée dans le futur, un roman d'anticipation qui s'appelle Rouge Impératrice. C'est une vraie intellectuelle, Leonora Miano. C'est une vraie écrivaine intellectuelle. Et bon, moi, je suis un petit peu déçu par son dernier roman, La Rouge Impératrice, où l'écriture, elle est un petit peu comment dire, compassée. Le roman décolle vraiment à partir de la deuxième moitié, où là, c'est un peu plus captivant. Mais bon, Leonora Miano, il faut s'accrocher quand même pour lire. Là, pour le coup, on n'est pas dans le roman, on est vraiment dans de la poésie. Mais oui, c'est vrai que c'est une autrice de roman, en partie. John, as-tu des conseils lecture? Tu sais, moi, le conseil lecture, c'est malheureusement Uderzo nous a quittés. Je suis tombé par hasard sur un beau documentaire sur Goscinny, donc je me refais les Astérix. Et puis je me refais aussi une BD, moi, qui m'avait marqué, et je l'avais pas terminé, parce que j'avais pas terminé le dernier volume. C'est Transmétropolitane avec Spider Jérusalem. Le meilleur comics de tous les temps. T'es un malade. T'avais pas fini ça. C'est mon comics préféré de tous avec The Preacher. C'est extraordinaire. Il y a des films que j'ai toujours pas vus. Il y a des BD que j'ai toujours pas lus. Mais j'ai au moins cet avantage, Monsieur Potier, de découvrir encore.
Transmétropolitane, ultra culte, Spider Jérusalem, ultra culte. C'est génialissime. Je suis absolument d'accord. C'est un sommet du comics. C'est un grand classique. Et il faut avoir lu une fois dans sa vie Transmétropolitane, comme il faut avoir lu Preacher, comme il faut avoir lu Sin City. Voilà. Enfin bref, les grands de la BD, les grands du comics. Voilà. Écoutez les amis, je vous remercie. C'était Culture Prohibée. Alors Culture Prohibée, Culture Prohibée spécial confinement, premier du nom. Donc c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone. Vous connaissez, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission, le profil Facebook. Le blog c'est culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, PodCloud et Spotify. L'émission a été préparée et animée par votre serviteur, Jérôme Potier, et dit la Gorgone. Également, dans notre studio virtuel à distance, il y avait Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, John Ferret, dit l'Homme Mystère, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, à la technique, Louis Artige. Voilà. Salut les amis, et puis on espère que vous vous porterez tous bien, et rendez-vous dans une prochaine émission qui sera peut-être encore en mode vidéo Skype. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.